Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte de Pierre Frézère, Noël, Boostify et culpabilité. Bonjour. L'auteur y analyse comment le repas de Noël est devenu ce paradoxe moderne où le plaisir est systématiquement miné par la culpabilité. Oui, c'est un texte d'une finesse d'observation assez remarquable. Il a ce talent pour saisir les microdrames autour de la table. C'est très très juste. On sent le vécu, c'est clair, et la thèse centrale, l'idée que la table est devenue une scène de performance, elle est vraiment convaincante. Ah oui? Mais j'ai l'impression que le texte pourrait frapper encore plus fort. L'armature conceptuelle semble un peu diffuse. C'est exactement ça. C'est là qu'est la marge de progression. L'analyse est brillante, mais elle repose sur des concepts comme le dispositif ou la performance qui sont juste évoqués, pas vraiment exploités à fond. D'accord. Pour décupler l'impact, il faudrait, je pense, choisir une métaphore directrice, un fil rouge. Le but, c'est pas de changer les idées, elles sont excellentes, mais de leur donner une vraie colonne vertébrale. Et vous pensez à une image en particulier? Elle en sème plusieurs, et il y en a une qui est hyper puissante, celle du tribunal nutritionnel. Ah oui, c'est vrai. Elle est là au début, mais après il la laisse tomber, alors que si on la file tout le long du texte, tout s'éclaire. D'accord. Alors la table devient un tribunal. Exactement. Le décor est planté, le convive c'est l'accusé, coupable d'aimer le gras et le sucre. Mais qui est le procureur? C'est peut-être cette petite voix, tu vois, nourrie par les coachs d'Instagram. Celle qui nous rappelle la faute à venir. C'est ça. Et les juges? Ce seraient les autres convives. Ce fameux regard réel ou anticipé dont parle l'auteur. Précisément. Le jury populaire, la famille, les amis, qui évaluent chaque bouchée. Et la sentence, elle est double, la honte immédiate, et puis la peine avec sursis. La promesse de rédemption le 2 janvier. La salle de sport, les diètes. Voilà. Chaque exemple du texte devient une pièce à conviction. C'est vrai que ça donnerait une force narrative incroyable. Mais est-ce qu'on ne risque pas de simplifier un peu trop la réalité? C'est une bonne question. Le but n'est pas de dire que Noël n'est que ça, mais de montrer que ce logiciel judiciaire tourne en arrière-plan et qu'il parasite tout. D'ailleurs, il pourrait prendre une autre métaphore, celle du théâtre, qui est aussi dans le texte. Oui, avec les rôles que chacun endosse? Exactement. Le bravache, l'ascète. Le fait de choisir une allégorie et de s'y tenir, ça transformerait une série d'observations très justes en une thèse, implacable. Cette idée de procès, de faute, ça m'amène à un autre point. Le texte gagnerait à explorer les racines de cette culpabilité. Il oppose le péché d'hier au sucre d'aujourd'hui. Mais est-ce que la rupture est si nette? C'est une autre piste fondamentale. Il y a cette phrase magnifique. Il fut un temps où la faute passait par le péché. Aujourd'hui, elle passe par le sucre. C'est brillant. Mais ça suggère une substitution, une rupture, alors que ce serait encore plus fort de montrer qu'il ne s'agit pas d'une substitution, mais... D'une filiation? Ah, d'accord. La culpabilité alimentaire, en fait, elle n'est pas nouvelle. C'est juste le recyclage de structures de pensée judéo-chrétiennes très, très anciennes. Donc le nutritionnisme ne remplacerait pas la religion, il en serait une sorte d'héritier laïque, appliquant les vieilles recettes au corps et non plus à l'âme. C'est tout à fait ça. La surveillance de soi, la peur de la tentation. La deuxième part de bûche. Voilà, hein. La quête de pureté via la détox, la rédemption par la diète, tout ce vocabulaire, on l'a emprunté à la morale religieuse. Le corps, c'est le nouveau lieu du salut. Et comment intégrer ça sans que ça devienne un cours de théologie? Oh, 1 ou 2 paragraphes suffiraient, juste pour donner cette profondeur de champ. On pourrait rappeler par exemple que la tradition chrétienne est bâtie sur cette tension. La fête, l'excès, et puis la restriction qui la rachète. L'Avent avant Noël, le carême avant Pâques. Le Dry January, c'est notre carême laïque en fait. Exactement. Et quand on analyse des mots comme cheat meal, le repas de la triche, ou plaisir coupable, on voit bien que le cadre mental est toujours là. Ça ne contredit pas l'analyse de l'auteur, au contraire, ça la renforce. Ça montre que ce n'est pas juste une mode. C'est fascinant parce que ça montre comment des logiques de contrôle anciennes sont parfaitement réintégrées par le capitalisme du bien-être. Le corps, c'est un capital à gérer. Oui, et cette gestion, cette morale, elle n'est pas du tout neutre socialement. Elle est traversée par des logiques de classe. Et ça, c'est le 3e point qui mériterait d'être creusé. Oui, le fameux regard des autres. L'argument est central, mais reste peut-être un peu trop au niveau psychologique. Vous suggérez de lui donner une dimension plus sociologique ? Oui, parce que la culpabilité n'est pas seulement un phénomène relationnel. C'est un marqueur social. Le texte décrit très bien le théâtre à table, les rôles,
Mais il ne demande pas pourquoi on joue ces rôles. D'accord. Afficher sa maîtrise face à un dessert, ce n'est pas juste pour la santé, c'est aussi, et peut-être surtout, une façon de se distinguer, de montrer qu'on a un certain capital culturel, qu'on adhère aux normes des classes supérieures. Donc, refuser un plat ou poser une question sur sa composition, ce serait une stratégie de positionnement dans la hiérarchie sociale? Consciente ou non? Précisément, il faudrait connecter ce tribunal nutritionnel à une analyse en termes de distinction, à la Bourdieu. La capacité à parler de ce qu'on mange, à connaître les ingrédients, à choisir le bon vin, bio, nature. Ah, Ça fonctionne comme un signe de reconnaissance. C'est ça. Ça dit « je maîtrise les codes ». À l'inverse, l'excès assumé avec bravade, comme dit le texte, ça peut être une forme de résistance populaire ou l'intériorisation d'un stéréotype. est-ce que c'est toujours conscient, cette performance? Probablement pas toujours, non. C'est devenu un habitus, quelque chose d'intégré. Mais le rôle de l'analyse, c'est justement de le rendre visible. Pour être concret, le texte pourrait utiliser des exemples plus parlants. Comme, Comparer l'impact social d'un « Ah non, merci, j'évite le gluten en ce moment qui signale une connaissance pointue? » avec un « Allez, resserre-moi, c'est Noël !» Ce n'est pas le même univers de valeurs. L'autre jour, à un dîner, quelqu'un a expliqué pendant 10 minutes les vertus du kéfir. L'apéro s'est transformé en conférence sur les probiotiques. Ce n'était pas anodin, c'était une affirmation de statut. Absolument. Et si on est tous des acteurs dans ce grand théâtre, comment on en sort? Ça nous amène à la conclusion. Elle est très belle, mais elle me laisse un peu sur ma faim, si j'ose dire. C'est un sentiment très juste. L'appel à manger sans commentaire, à célébrer sans promettre réparation. C'est une vision magnifique, mais on referme le texte avec un sentiment d'impuissance. On a compris le problème, mais on ne voit pas comment appliquer le remède. On reste sur un constat, aussi élégant soit-il, mais sans piste pour agir. Il faudrait passer à une posture plus proactive sans tomber dans le guide de développement personnel, bien sûr. Tout à fait. L'idée n'est pas de donner des leçons, mais d'ouvrir des brèches. La conclusion pourrait explorer ce que serait un acte de résistance. J'aime beaucoup l'idée de résistance. Et peut-être que la solution n'est pas le silence, mais au contraire, la parole. Réaffirmer activement que la seule finalité du repas, c'est le plaisir partagé. D'accord, mais concrètement, ça donnerait quoi? On va pas lancer un slogan politique entre la dinde et le fromage. Non, bien sûr, ce serait plutôt des micro-interventions pour déjouer le script. Le texte pourrait finir en posant des questions, en esquissant des scénarios par exemple. Que se passerait-il si l'hôte annonçait, sur un ton léger, une trêve nutritionnelle pour la soirée? J'adore l'idée. Mais j'imagine la scène, ça peut créer une ambiance un peu étrange, non? C'est presque un acte politique. Absolument, et c'est ça qui est intéressant, c'est une micro-résistance. Le but n'est pas de trouver la solution parfaite, mais de créer une petite perturbation. D'accord. Une autre option, moins frontale, répondre à une remarque sur le sucre dans la bûche, non pas par une justification, mais en recentrant sur le plaisir. Oui, sans doute, et toi tu la trouves bonne, tu sens ce petit goût d'amande. On refuse le débat sur le terrain de l'adversaire, en somme? Voilà. Le texte pourrait conclure en invitant les lecteurs à imaginer ses propres stratégies. Ça transformerait une fin un peu mélancolique en un véritable appel à l'action. Ça donnerait aux lecteurs des outils. C'est très clair, alors si on résume. Premièrement, solidifier l'argumentaire en filant une métaphore directrice forte, comme celle du tribunal nutritionnel. C'est ça. Deuxièmement, donner une profondeur historique en montrant la filiation entre la morale nutritionnelle et les cadres de pensée religieux sur la faute et la rédemption. Oui, De distinction et de classe. Tout à fait. Et enfin, faire évoluer la conclusion d'un simple souhait vers une réflexion sur des formes de résistance concrètes. C'est exactement cela. Je tiens à souligner que le texte de Pierre Frazet est déjà excellent, très perspicace. Ces ajustements, c'est simplement pour en faire un argumentaire non seulement brillant, mais aussi plus robuste, plus ancré et finalement plus émancipateur pour le lecteur. C'est un travail de grande qualité et nous serions ravis d'en examiner une version retravaillée.